Live streaming is on. Bonjour à tous, je suis Clément Yas de Syntec Ingénierie. Bienvenue à tout le monde dans ce rendez-vous de l'ingénierie qui aujourd'hui porte sur l'ingénierie et les médicaments. Et avec moi sur scène, j'ai deux entreprises qui nous font plaisir aujourd'hui de présenter un projet. Et donc nos deux ambassadeurs sont Guillaume et Christophe. Donc je vais faire un tour d'écran pour qu'ils puissent se présenter. Je vais commencer par Christophe, si vous voulez bien vous présenter. Oui, donc bonjour à tous, Christophe Arsin, donc moi je suis directeur général de la société Ingérop Life Science. Donc j'ai une formation de pharmacien et d'ingénieur civil des mines, j'en suis sorti en 2006 et j'ai ensuite intégré Sanofi plutôt sur la partie production. Ensuite la société Curium où là j'ai occupé un poste de responsable de site de fabrication de fluor radioactif injectable. Donc c'est pour tout ce qui concerne les diagnostics de cancer. Et puis les 10 dernières années avant donc de rejoindre ILS, j'ai travaillé pour la société NNE qui signifie Novo Nordisk Engineering. Donc là vraiment plutôt sur la partie ingénierie, conception et construction de nouvelles unités de production pharmaceutique. Merci Christophe. Guillaume, je vous laisse vous présenter également. Oui, bonjour à tous. Donc Guillaume Métivier, je travaille pour la société Consultis, donc je suis ingénieur d'affaires au sein de cette société. Je dirige aussi les activités sur la partie nord de la France pour Consultis, donc Consultis qui a une implantation régionale. Moi, je suis biochimiste de formation. J'ai travaillé une dizaine d'années pour les laboratoires GSK en Normandie sur les médicaments contre les maladies respiratoires, les inhalateurs notamment. En 2009, j'ai quitté GSK pour intégrer une société qui s'appelle Intertech en tant que responsable qualité pour le groupe. Donc, j'ai fait ça pendant environ 3 ans. Puis, je suis intervenu auprès de Sanofi Pasteur en Normandie en tant que consultant pour Consultis. Donc, c'était ma première expérience dans le conseil où j'ai pu intervenir sur un projet de nouveau vaccin. En tout cas, à l'époque, c'était le cas. C'est aujourd'hui le vaccin commercial contre la grippe. Et puis, quelques années après, on m'a proposé de piloter l'équipe en place et de prendre en charge la responsabilité de cette partie du territoire. Super, merci Guillaume pour la présentation. Alors, aux personnes qui sont dans les gradins, vous avez la possibilité pour interagir et poser donc des questions à Guillaume ou Christophe. Donc, vous avez un chat sur votre droite. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pour pouvoir interagir avec chacun des intervenants. N'hésitez pas à envoyer un message tout de suite sur le chat pour nous dire de quelle école vous venez ou de quelle faculté vous êtes. Voilà, ça nous permet aussi peut-être de mieux voir qui est connecté avec nous ce soir et puis éventuellement d'adapter selon le profil des étudiants. Je vais commencer. On va commencer par donc le projet de Guillaume. Donc, je crois que Guillaume, votre projet porte sur les équipements de laboratoire et plus particulièrement comment gérer les équipements de laboratoire. Alors, c'est exactement ça. Ou plutôt, pour être précis, comment gérer l'obsolescence du parc équipement de laboratoire. Alors, ce qui est important de préciser, c'est que donc, généralement, ce type de sujet est géré plutôt ce qu'on appelle en assistance technique. C'est-à-dire qu'on va solliciter un consultant pour qualifier un certain nombre d'équipements. La spécificité de notre intervention sur le sujet est qu'elle a été plutôt réalisée en plateau technique, c'est-à-dire qu'on a pu prendre en toute autonomie la gestion de cette obsolescence au sens large. Donc, cette gestion de l'obsolescence, elle induit toute la réalisation d'un plan d'investissement et de qualification d'équipements pour les laboratoires de contrôle qualité, d'un acteur très connu, je dirais, dans la production de vaccins. Je ne sais pas si on peut citer les noms. Oui, bien sûr. Très bien, donc il s'agit de Sanofi Pasteur. En l'occurrence, il s'agissait de remplacer environ 80 équipements de labo qui concernent à la fois des équipements simples, ce qu'on appelle des équipements simples en tout cas, des loupes binoculaires, des balances ou des PSM, mais aussi des équipements plus complexes qui comprennent des systèmes informatisés ou en tout cas des interfaces avec des systèmes informatisés ou raccordés à des postes métiers. Je pense à des compteurs particulaires, des spectromètres ou des appareils infrarouges par exemple.
On a aussi des équipements qui sont reliés directement aux utilités des bâtiments. Donc ça sous-entend des interactions avec d'autres services. Donc cette gestion de l'obsolescence, elle rejoint également ce qu'on appelle la gestion d'un plan de validation qui existe auprès des industriels pharma. Donc tous les ans, ils doivent communiquer en fait un plan de validation des équipements. Et donc la gestion de l'obsolescence va s'inscrire dans ce plan de validation en réponse à différentes contraintes pour les industriels. Donc en ce qui concerne les industriels pharma, donc il y a des contraintes côté laboratoire de contrôle qualité, avec la gestion des arrêts de zone, avec la gestion de capacité du parc équipement. Il faut assurer une continuité de service au niveau du contrôle qualité, donc ça sous-entend une planification fine en termes de switch d'équipement. Il y a des contraintes en termes de qualification de ces équipements et des services concernés, notamment l'assurance qualité, avec des délais de relecture et d'approbation de la documentation. Il y a des contraintes également du point de vue métrologie, avec notamment la disponibilité des capteurs ou des ressources humaines qui permettent justement de faire tous ces tests métrologiques. Et puis, un dernier aspect, c'est les contraintes côté fournisseur, avec des délais de livraison qui sont plus ou moins compliqués. On l'a vu d'autant plus avec la crise sanitaire. Donc, il s'agit vraiment là de prendre la main sur l'ensemble de ces sujets et d'avoir des fonctions, je dirais, de coordination par rapport à tous ces services. Donc, ça sous-entend du coup un certain nombre ça implique en tout cas un certain nombre de compétences par rapport à la mise en œuvre de cette gestion. Peut-être Guillaume, je ne sais pas si tout le monde est déjà rentré dans un site de production, mais alors, des équipements de laboratoire, je suppose que là, vous intervenez plutôt sur des sites de production ou pas, peut-être, vous pouvez le préciser. Alors, et voilà, et à quoi sert un équipement de laboratoire Alors effectivement, on va intervenir pour des sites de production qui vont, au fil de l'année, procurer en fait du vaccin, en l'occurrence, auprès des patients. Donc vaccins qui peuvent être du vaccin contre la grippe, vaccin contre la rage, vraiment une gamme importante de vaccins pour lequel on s'interdit tout risque de rupture. Du coup, l'enjeu critique de cette gestion de l'obsolescence des équipements, ça consiste à assurer vraiment une continuité du service. En l'occurrence, le service, c'est les activités de contrôle qualité. C'est-à-dire qu'on va faire des analyses en fait sur les médicaments pour vérifier leur conformité, vérifier qu'ils correspondent aux spécifications qui sont déposées dans les dossiers d'autorisation de mise sur le marché et permettre de ce qu'on appelle libérer les lots sur le marché. Donc il y a un enjeu, je dirais, technique, il y a un enjeu de conformité et il y a un enjeu de ce qu'on appelle le time to market, c'est-à-dire d'alimenter le marché en continu. Et vous avez des exemples de noms d'équipements de laboratoire ou alors je crois que vous m'avez parlé de spectromètre, voilà. Est-ce que vous avez des exemples pour illustrer ce que ça peut être? Alors par exemple, ça peut être aussi ce qu'on appelle des HPLC, chaîne HPLC, donc chromatographie liquide, qui permet de faire du dosage notamment. Si je prends l'exemple, alors moi qui ai travaillé chez GSK, on faisait le dosage du principe actif, donc le sulfate de salbutamol par exemple. On s'attendait à avoir un certain niveau de salbutamol dans le produit, donc en conformité avec les spécifications. Donc on fait de la mise en solution, puis on injecte en fait ce produit dans la chaîne HPLC qui va faire donc ce qu'on appelle une élution, qui va permettre de doser le produit et de vérifier qu'on est oui ou non conforme à la spec, ce qui permet ensuite la libération du produit sur le marché. D'accord. Merci pour ces précisions. Je vous en prie. Donc je vous ai interrompu, donc vous étiez en train de partager avec nous donc la criticité de ces équipements dans le cycle de production. Donc notamment, vous étiez en train de dire que ça permettait au contrôle qualité de pouvoir libérer des lots. Ce qui induit du coup donc plusieurs niveaux de risque. Je dirais il y a un risque économique pour l'industriel, puisqu'il s'engage à mettre sur le marché son produit. Il faut savoir que sur une activité vaccin, par exemple, il faut, je dirais, être le premier sur le marché. La concurrence est rude, donc il y a cette notion aussi de réputation pour l'entreprise. Il y a un enjeu évidemment de santé publique, puisque la finalité, c'est de procurer un médicament aux patients. Donc effectivement, le temps est compté et ça demande une organisation fine pour garantir la continuité de service et éviter toute rupture en termes d'analyse. Du coup, alors ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que ce type de mission sous-entend donc des compétences très techniques, puisqu'il s'agit de qualifier des équipements, c'est-à-dire de s'assurer que les équipements en question correspondent bien à ce pourquoi ils ont été commandés.
on vérifie qu'ils sont correctement installés, on vérifie qu'ils ont le bon niveau, je dirais, de rendement et le bon niveau de performance. Donc, un aspect très technique. On va avoir besoin de consultants qui soient plus en lien avec de la coordination, puisque, comme je l'indiquais, on est sur des fonctions qui sont très transverses. On interagit avec la métrologie, avec les fournisseurs, avec l'assurance qualité. Et puis, un troisième niveau, je dirais, de compétences ou de responsabilité sur ces projets, c'est vraiment la coordination ou le pilotage. Donc, je rappelle qu'on est capable de prendre ce type d'activité en toute autonomie. Donc, ça sous-entend aussi à un moment donné beaucoup de reporting, la création d'indicateurs, vérifier qu'on est bien dans les clous aussi par rapport à la fois à la qualité des délivrables et à la qualité et au respect du timing projet. Donc, il y a toute cette notion-là de pilotage et de coordination. Du coup, ce que l'industriel va attendre de nous à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle des livrables, c'est-à-dire des rapports de qualification. L'enjeu, c'est de commander des équipements, de les réceptionner sur site, de les mettre en fonction, puis ce qu'on appelle de les qualifier, c'est-à-dire de vérifier leur conformité par rapport au cahier des charges. Et le livrable final, c'est leur rapport de validation, c'est-à-dire qu'on est capable de documenter que cet équipement correspond à ce qu'on attend de lui. Alors, je crois que vous avez une spécificité, qui est que vous travaillez via vous pilotez un plateau technique, ce qui est peut-être pas forcément le cas d'autres d'autres prestations qui peuvent être proposées à des produits dans le cadre de production de vaccins. Effectivement, ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est que la plupart du temps, on intervient plutôt en assistance technique, c'est-à-dire qu'on est vraiment en support. Donc, en général, un consultant sur un projet donné à temps plein. Aujourd'hui, on a une diversification en termes d'approche et on est capable d'apporter ce qu'on appelle des offres structurées, comme celle-là, donc vraiment un pilotage autonome de ce type d'activité. Je ne l'ai pas mentionné, mais ce type de pilotage autonome sous-entend aussi tout un process d'assurance qualité par rapport au livrable qu'on va rendre au client. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus, je dirais, d'auto-vérification du rédacteur et un processus d'approbation ensuite pour vérifier, faire des double checks, vérifier qu'on est bien dans les mêmes approches, je dirais, qualité que nos clients. Et puis ensuite, donc l'objectif, c'est de pouvoir assurer donc la conformité de ces équipements d'un point de vue technique, d'un point de vue réglementaire aussi, c'est-à-dire vérifier que les équipements commandés correspondent bien aux exigences. Je pense à une exigence qu'on va retrouver de plus en plus en pharma, c'est ce qu'on appelle la data integrity, c'est-à-dire l'intégrité des données, donc la conformité en fait des équipements en termes de sécurisation des données, en termes de gestion des accès, en termes de non-modification des informations, en termes de traçabilité. Donc on est, nous, garants du coup de cette partie réglementaire et qualité. Alors, sauf si vous avez quelque chose à ajouter, est-ce que vous pourriez partager avec donc les étudiants qui sont dans le gradin? On a pas mal de profils plutôt des profils scientifiques. Est-ce que vous pourriez partager des problématiques techniques que vous auriez pu rencontrer, vous pouvez rencontrer dans le cadre de vos missions, et comment est-ce que vous faites pour résoudre, comment vous avez pu faire pour résoudre en particulier une problématique technique? Alors, du coup, je vais rebondir sur ce que j'étais en train d'évoquer, donc ce qu'on appelle la data integrity. Donc, par rapport à la gestion de l'obsolescence du parc équipement, on se doit du coup de commander de nouveaux équipements, de faire en sorte qu'ils répondent aux exigences, et du coup, donc, on rédige ce qu'on appelle un cahier des charges. Il peut arriver parfois que lorsqu'on reçoit l'équipement et qu'on le mette en fonction, c'est-à-dire qu'on essaie de le qualifier, on se rend compte qu'il y a un petit écart et que l'équipement est finalement pas tout à fait capable de correspondre aux exigences réglementaires. Là, je cite pour le coup la référence qui est ce qu'on appelle le 21 CFR Part 11, qui est une exigence FDA sur la data integrity. Donc à ce moment-là, on constate effectivement un gap, donc on est incapable de qualifier l'équipement et on va demander du coup un alignement au fournisseur, donc une montée de version pour faire en sorte que cet équipement puisse correspondre à cette réglementation. Donc en quelques mots, la réglementation du 21 CFR, c'est donc la gestion des accès, donc verrouiller la gestion de ces accès, avoir un certain niveau de responsabilité par profil utilisateur, ou administrateur, ou autre. L'aspect de la traçabilité, notamment avec ce qu'on appelle les audit trail.
donc qui permet d'enregistrer en fait tous les événements qui sont arrivés sur une analyse par exemple. Verrouiller également ce qu'on appelle la non-modification des données. Donc bref, il y a un certain nombre de critères comme ça à respecter. Et donc nous, on demande la montée de version au fournisseur en lui indiquant justement les écarts. Et donc lui, il va travailler de son côté pour faire ce qu'on appelle un patch, qui va permettre justement cette montée de version et faire en sorte de coller aux exigences réglementaires. Tout ça en procurant ce qu'on appelle un certificat de non-régression pour garantir que les modifications en question n'ont pas d'impact sur les autres caractéristiques en fait, de l'équipement. Donc finalement, ce qu'on constate, c'est que les problématiques qu'on rencontre, on va les résoudre avec beaucoup de coordination. Le métier de consultant, c'est aussi être facilitateur auprès de l'industriel, mais aussi auprès des fournisseurs. Donc vraiment faire le lien, aller pointer les écarts, être force de proposition également, grâce, je dirais, à l'expérience qu'on peut acquérir sur l'ensemble des projets. Et voilà, d'être vraiment à la fois une porte d'entrée et aussi une porte de sortie. Donc effectivement, par rapport aux équipes, je crois que vous en avez un peu parlé. Hein, vous êtes sur plusieurs types de profils que éventuellement vous pourriez avoir besoin, des très expérimentés, des expérimentés, et puis des profils plutôt jeunes ingénieurs opérationnels. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus les compétences, les profils ou les parcours qui peuvent vous intéresser? Alors effectivement, donc Consultis, en fait, on embauche donc des ingénieurs ou des pharmaciens industriels. Donc en quelques mots, aujourd'hui, on est capable d'adresser en fait tous les métiers qu'on peut trouver sur un site à vocation pharma. Donc que ce soit de l'ingénierie, de la qualification, du labo ou des affaires réglementaires. Sur le sujet qu'on évoque aujourd'hui, alors effectivement, ça va s'adresser à différentes populations. Sur des aspects très opérationnels, on va surtout proposer ce type de mission à des ingénieurs qui sont juniors, donc qui démarrent en fait leur activité, avec une prise en main du processus qualification-validation. Tout ça est très cadré, hein, très sous contrôle, en tout cas doit l'être. Ensuite, avec un petit peu d'expérience, des gens qui vont avoir, je dirais, 5 ans d'expérience, on sera plus sur donc déjà de la capitalisation technique, mais aussi de la coordination. Donc vraiment, cette fois en interface avec des fournisseurs, pour être capable de les aider à s'aligner justement techniquement. Et puis, dernier niveau, je dirais, de seniorité, là, on sera sur des consultants qui peuvent avoir 10 ans d'expérience, par exemple, qui seront plus à ce moment-là chefs de projet, et plus, là, vraiment, et dans la coordination de l'activité, et dans le reporting auprès du client, avec vraiment différents niveaux de fonction qui peuvent aller jusqu'à la direction de qualité d'un site. D'accord. Alors je profite en personne aux éditions qui sont dans les gradins. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Il y a toujours un petit décalage entre la retransmission sur scène et des gradins. Donc profitez du temps de parole de Guillaume pour lui poser des questions si besoin. Est-ce que Guillaume, il y a peut-être d'autres des profils qui viendraient d'autres secteurs ou qui n'ont pas forcément un parcours tout de suite pharma, qui pour autant peuvent vous intéresser? Alors, pourraient intéresser. On peut être susceptible en effet d'intégrer chez nous des gens qui viennent d'autres secteurs. Alors, ce sera surtout sur des métiers comme l'amélioration continue, par exemple, avec des principes qu'on trouve dans l'automobile, des principes qui sont assez éprouvés. Là, on va regarder l'optimisation d'un flux, l'optimisation d'un temps de cycle, des choses comme ça. Après, sur la partie très technique et très labo, des gens qui vont avoir fait vraiment de la métrologie, par exemple, ça peut nous intéresser, ou des formations, ce qu'on appelle mesures physiques, par exemple. Des gens qui sont capables de mouliner de la donnée. Il y a aussi un aspect statistique dans la qualification des équipements. Ou des gens qui sont ce qu'on appelle PMO, donc vraiment dans le management de projet, sur l'aspect coût, ressources et délais. Et est-ce qu'en cette période qu'on connaît depuis 1 an et demi de confinement, est-ce que du coup vous avez une activité un peu plus importante qu'auparavant? Alors, un peu plus importante, je dirais qu'effectivement, on voit émerger certaines sociétés qui vont justement essayer de répondre à la crise sanitaire en travaillant sur le vaccin Covid, par exemple. Donc, c'est de nouveaux clients pour nous, je dirais. Là, on est capable vraiment de capitaliser et de leur apporter tout notre savoir-faire.
Après, je dirais qu'on a un maintien de l'activité grâce notamment au télétravail. On est beaucoup dans des activités de coordination, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, donc qui peuvent se faire à distance la plupart du temps. En revanche, pour tout ce qui va être qualification d'équipement, il est impératif d'être sur le terrain et d'être au plus proche. C'est aussi tout l'intérêt du métier de consultant, c'est qu'il y a un côté, je dirais parfois stratégique, et puis un côté vraiment, vraiment terrain, vraiment opérationnel. Et peut-être, dernière question, Christophe, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les équipements de laboratoire dont vous nous parlez, là, vous nous avez présenté un contexte plutôt industrie, enfin production de vaccins. Est-ce qu'ils peuvent, ces équipements aussi, est-ce que vous pouvez intervenir pour ces mêmes équipements dans d'autres secteurs d'activité? Ou c'est vraiment des équipements dédiés voilà, à la production de vaccins pour l'industrie pharmaceutique? Alors là, il s'agit vraiment d'équipements dédiés à la production de produits pharmaceutiques, à la libération de produits pharmaceutiques. En revanche, on a de vraies interactions avec, comme je disais, avec des services comme ce qu'on appelle les travaux neufs. Ça peut nécessiter parfois de l'installation, parfois de la modification de locaux. Ça va nécessiter de la requalification, ça va nécessiter aussi des branchements avec des utilités ou des systèmes informatisés qui permettent par exemple de garder des alarmes sur l'ensemble de ces systèmes. Donc on est vraiment dans ces approches-là. Très bien, merci Christophe pour ce partage d'informations. Voilà, vous êtes, on vous redonne, je vous redonnerai la parole. Alors vous avez peut-être quelque chose à ajouter. Je vous redonnerai la parole de toute façon hein, à la fin de la conférence. Et puis si entre-temps il y a des questions, j'invite les étudiants à les poser via le chat. Avec plaisir. Christophe, on va passer à votre sujet qui là aussi est dans un environnement de production de vaccins, mais je vous laisse le détailler un peu plus avec nous. Tout à fait. Je vais essayer d'être aussi clair et concis que Guillaume. Donc moi, on reste bien sûr dans le même domaine, et on va remonter un petit peu la chaîne de décision et on va se positionner en fait même très en amont. Au niveau de la décision des investissements industriels. Donc moi, mon sujet, en fait, il va concerner un industriel de la pharma qui se pose la question d'investir dans une augmentation de ses capacités de production de vaccins. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la crise du Covid a mis une vraie pression sur les industriels de la pharma, et notamment ceux qui produisent des vaccins, qu'ils soient humains ou vétérinaires. Et donc tous, un petit peu, sont en train de se poser la question à la fois comment je réponds au marché, puisqu'il va y avoir de plus en plus de besoins de vaccins, et puis comment je réponds aussi aux instances gouvernementales qui me demandent d'être en capacité de produire des vaccins. Donc quand un industriel de la pharma a ce type de réflexion, nous, on va l'aider à concrétiser un petit peu et surtout à mettre un planning et un chiffre en face. Parce qu'il ne suffit pas juste de dire « oui, je veux produire 30% de doses de plus de vaccins dans 5 ans ». Ça va avoir des impacts au niveau de son outil industriel, c'est-à-dire au niveau de ses sites de production. Donc nous, une fois que là, le sujet qu'on a, c'est un industriel qui a défini sa stratégie, qui dit « je veux augmenter ma capacité de production parce qu'il y a un besoin au niveau des vaccins ». Quel impact ça va avoir au niveau de mes usines ? Alors, c'est un industriel qui a des usines dans le monde, mais en fait, ces usines de fabrication de vaccins sont plutôt en France. Donc là, nous, on prend comme donnée d'entrée l'objectif final. On veut produire tant de millions de doses de vaccins en plus. Et on va regarder par rapport à ces usines actuelles, est-ce que déjà ces 30 millions rentrent dans l'outil existant ou pas ? Donc on commence en fait par définir le procédé de fabrication. Le procédé de fabrication, c'est dans les domaines pharmaceutiques, c'est la clé, c'est vraiment le cœur du réacteur par rapport à des procédés automobiles ou autres. En pharmacie, vous voulez fabriquer un vaccin, vous avez autant de procédés de fabrication que vous avez de vaccins. Guillaume parlait du vaccin grippe, c'est un procédé spécial. Vous voulez fabriquer le vaccin du Covid, c'est un procédé complètement différent. Donc en fonction du type de vaccin, il va falloir définir différents types d'équipements. Différentes tailles d'équipements. Et ça, on va travailler avec, je voyais des gens qui faisaient de la biotechnologie, qui faisaient des procédés médicaux.
Donc ça, on va travailler avec des pharmaciens, avec des ingénieurs en biotechnologie qui vont nous aider à définir le procédé et les équipements qu'on va utiliser. Une fois qu'on a défini ce process-là, le procédé nécessaire pour fabriquer le ou les vaccins identifiés, il va falloir implanter ces équipements. Donc, quand je dis implanter ces équipements, c'est-à-dire les faire rentrer soit dans un bâtiment existant, mais là, dans le cas précis, dans un nouveau bâtiment. On a identifié qu'il était nécessaire de construire toute une nouvelle usine. Et donc, l'organisation de ces équipements de production, il faut bien la réfléchir parce qu'il faut à la fois que ce soit efficace d'un point de vue opérabilité, c'est-à-dire que les gens qui vont travailler avec ces équipements, ils aient des zones suffisamment dimensionnées pour travailler correctement. Et il va falloir aussi prendre en compte toute la réglementation pharmaceutique, qu'on appelle donc les BPF ou les GMP, Good Manufacturing Practice en anglais, ou bonnes pratiques de fabrication, qui sont les règles qui vont régir la conception et l'organisation de ces nouveaux bâtiments. Voilà. Donc on est parti du besoin, on définit les procédés et les équipements qui correspondent à ces procédés, et ensuite on implante ces équipements-là. Alors tout à l'heure, Guillaume nous parlait donc de son client, je crois que c'était Sanofi Pasteur, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez, est-ce que ça peut être un de vos clients et est-ce qu'il y en aurait d'autres potentiellement? Voilà, c'est ça. Ça peut être un de nos clients et on va travailler, nous, avec l'ensemble des acteurs de l'industrie pharmaceutique, donc que ce soit Sanofi, qui est un des acteurs majeurs aujourd'hui en France, mais il y en a beaucoup d'autres aussi qui sont sur le marché de la fabrication des vaccins. Est-ce que vous travaillez... Pardon, oui. Allez-y, ouais. Est-ce que vous travaillez aussi avec des façonniers? Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Donc, à la fois des laboratoires qui possèdent eux-mêmes des princeps, ou alors qui vont faire appel à des façonniers. Et aujourd'hui, je dirais le panorama des producteurs de vaccins en France, il est principalement constitué de façonniers. Et il y en aura de plus en plus. Là, je vois quelqu'un qui se présente qui est dans l'agro et la cosmétique. Est-ce que c'est très éloigné de ce que vous pouvez faire parce que le vaccin est un produit, est un médicament un peu à part des autres formes galéniques ou... Ouais. Alors, la logique, elle est la même. Si vous voulez, quand vous concevez ou quand vous investissez dans un nouvel outil industriel, la conception et la réalisation, les étapes sont toujours les mêmes. Après, ce qui va différencier, ça va être les procédés. Vous allez avoir des gens qui vont bien connaître les procédés biotechnologiques, vous allez avoir des gens qui vont mieux connaître les procédés chimiques, vous allez avoir des gens qui vont mieux connaître tout ce qui concerne les procédés agroalimentaires. Et à partir de ce procédé-là, après, une fois que vous avez designé la boîte, vous allez faire appel à des compétences qui sont plus transverses. Je pense notamment à tout ce qui concerne, et je voyais des gens qui faisaient du génie civil ou de la structure, donc ça c'est tout ce qui est le bâtiment. Que vous conceviez une structure pour un nouveau bâtiment qui fait de l'agroalimentaire, de la cosmétique ou de la pharmacie, les compétences sont à peu près les mêmes. On va faire aussi appel à des compétences un peu plus transverses sur tout ce qui est traitement d'air, fluide, tout ce qui va concerner un petit peu plus les ingénieurs mécaniques, où là il y a certaines spécificités qui sont liées à la pharmacie, mais qui sont par exemple beaucoup plus importantes dans le nucléaire. Donc, si vous voulez, il y a une spécification vraiment au niveau du process. Et ensuite, une fois qu'on a bien défini le process, tout ce qui va constituer, je dirais, l'enveloppe autour, donc toute l'usine, c'est-à-dire le bâtiment, le traitement d'air, ce qu'on appelle les utilités, c'est-à-dire toutes les énergies, l'électricité qui vont alimenter ce bâtiment. Là, on va être sur des compétences un petit peu plus transverses en fonction des différents corps de métier. Et tout à l'heure, vous parlez de GMPs, de Good Manufacturing Practices. Est-ce que vous intervenez aussi pour des clients qui sont à l'étranger? Oui, tout à fait. Alors nous, on va accompagner donc Ingérop à des filiales dans le monde entier, mais on va beaucoup travailler avec des laboratoires français qui soit vont avoir une volonté de s'installer dans des pays étrangers, soit qui ont des usines un petit peu partout dans le monde. Je pense qu'il faut être assez fier quand même encore de l'industrie pharmaceutique française, qui au niveau mondial a quand même des acteurs très, très importants et a une implantation mondiale qui n'est pas à dénigrer. La France est encore un des acteurs majeurs dans le monde de l'industrie pharmaceutique. Donc oui, on va travailler à l'international.
Donc c'est un peu ce que disait Guillaume, finalement, quand on est consultant aussi chez Ingerop, en tout cas pour ce que vous nous présentez, vous pouvez à la fois être sur des aspects un peu stratégiques, d'implémentation, enfin Tout à fait. développer une activité sur un nouveau territoire, etc. Et des aspects peut-être un peu plus techniques ou opérationnels, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, de mise en œuvre d'un projet. Tout à fait. Donc nous, là, le sujet concerne plutôt un aspect stratégique. Après, donc, je vais aller au bout de l'aspect stratégique. Vraiment, à la fin, ça va être le chiffre. On ne va pas se voiler, c'est-à-dire que vous pouvez concevoir un très beau procédé. Il faut quand même revenir à la réalité. Donc, on va aider aussi à donner une enveloppe et puis à décider par rapport à ce chiffre-là. Alors justement, il y a une question sur le chat concernant la stratégie. Je ne sais pas si vous avez la stratégie à long terme pour l'exposition concerne uniquement l'investissement en capacité ou si ça concerne aussi la réduction des temps cycles. Ça va concerner les deux. C'est-à-dire que vous allez d'abord commencer à optimiser votre outil en travaillant sur la réduction des temps de cycle. Et ensuite, une fois que vous arrivez au bout de l'exercice, il va falloir quand même investir dans des nouvelles capacités, à la fois bien sûr équipement et également main-d'œuvre. Donc pour en venir sur ces aspects stratégiques, une fois qu'on a validé l'investissement, oui, après on va rentrer sur la phase opérationnelle qui est vraiment le déploiement, l'achat des équipements, l'achat de tout ce qui va servir ensuite à la construction et ensuite à la mise en service. Et une mise en service qui rejoint un petit peu les activités que présentait Guillaume sur tout ce qui est qualification, validation de ces équipements pour garantir que le produit et le médicament qui sortira de ces usines n'a est très sain. Voilà. Ne présente pas de risque. Alors, quel est votre positionnement, vous, chez Ingerop, ou en tout cas dans les projets que vous gérez, par rapport à d'autres sociétés qui pourraient aussi intervenir sur le même périmètre? Ouais. Alors nous, Ingerop Life Science, on a un positionnement qui est plutôt sur les phases et les étapes stratégiques, c'est-à-dire on va, comme je vous l'ai présenté, partir de chiffres de business plan très macroscopiques et ensuite les déployer et aider l'industriel à se rendre compte de ce que ça veut dire en fait d'un point de vue investissement industriel. Donc c'est lui dire, voilà, si vous voulez fabriquer tant de millions de doses de vaccins en plus par rapport à l'outil industriel que vous avez, il faut faire un investissement de 20, 30, 40, 50, 100 millions d'euros. On va l'aider à définir cet investissement, à le concevoir et à aller jusqu'au choix de la localisation du site. Après, une fois que ce choix est fait, on va l'accompagner, mais on va ensuite transférer vers des sociétés qui, elles, vont construire, c'est-à-dire couler le béton et puis installer les équipements. Par contre, on restera en accompagnement du client puisqu'on a été quand même très en amont au niveau de la définition du projet et pour s'assurer que ce qui est construit est bien conforme à ce qui avait été défini au départ et que ça reste dans les coûts identifiés au départ. Et alors, quel serait, donc pour ce type de mission, vous êtes vraiment très en amont du projet, dans la phase de réflexion, etc. Et quelles sont les difficultés ou les points peut-être de crispation, de vigilance qu'il faut avoir? Alors la difficulté, et je dirais que c'est même, je pense que c'est de plus en plus ce que nos participants vont être à même de rencontrer, c'est d'avancer dans l'incertitude. C'est-à-dire que, on ne va pas parler comme des vieux parce qu'on est quand même encore assez jeunes, mais il y a des années de ça, vous fabriquiez de l'aspirine, vous saviez exactement combien vous alliez en fabriquer et vous aviez un procédé qui était très bien défini. Un marché qui était très simple, donc vous construisiez une usine d'aspirine, c'était très simple. Aujourd'hui, tout va extrêmement vite et tout est très volatile. C'est-à-dire que le temps de construire une usine, ça se trouve, le médicament initial sur lequel vous aviez planché va être obsolète, ou alors les besoins vont plus du tout être alignés avec ce qui avait été défini. Donc en fait, c'est savoir avancer dans l'incertitude et la volatilité. Et ça, de plus en plus, on va le voir, dans l'incertitude des hypothèses, dans l'incertitude aussi d'un planning. Vous allez pouvoir commencer un projet où on va vous dire et le besoin, il n'est pas avant 2027. Et puis au final, le besoin il sera en 2024. Donc, voilà, c'est comment est-ce qu'à chaque fois, je m'adapte et on s'adapte à cette volatilité grandissante des marchés, en fait, et du business. On l'a vu, par exemple, avec le Covid, quand il a fallu produire
des centaines de milliers de doses de vaccins en très peu de temps, les industriels, voilà, ils ont été obligés de s'adapter à cette volatilité. Mais c'est ce qui fait aussi le charme je trouve, des métiers qui nous concernent, quoi. C'est-à-dire que la routine est inexistante, et même quand on pense qu'on a une feuille de route très claire, on n'est pas à l'abri qu'elle puisse changer. Alors justement, quelle est la place de l'ingénieur ou du scientifique par rapport à, je dirais, à ce que vous venez de nous décrire? Qu'est-ce que lui peut apporter? Eh ben, il peut apporter déjà des solutions. Je pense que c'est un petit peu aussi ce qu'évoquait Guillaume, c'est-à-dire une approche, parce qu'on se retrouve souvent face à des clients qui sont au sein de laboratoires, qui n'ont pas forcément la vision qu'un consultant pourrait avoir de par les différentes sociétés avec lesquelles il va travailler. Donc, l'avantage de nos métiers, c'est que vous allez travailler avec beaucoup de clients, vous allez accumuler de l'expérience, un benchmark, et vous allez être capable rapidement d'apporter des solutions à votre client et de lui dire « Attends, t'inquiète pas, ici ça se fait comme ça, mais ailleurs ça se fait différemment, et ça marche. » Donc, je pense que la vraie valeur ajoutée, c'est vraiment ça, c'est pouvoir apporter des solutions, et puis aussi être un petit peu un guide. Aujourd'hui, des clients nous appellent parce qu'ils ont besoin d'être guidés dans une démarche ou besoin d'être rassurés. Alors, je vois qu'il y a une question pour Guillaume. Hein. Guillaume, je vous laisserai répondre avant qu'on termine. Christophe, quels seraient les types de profils qui pourraient voilà, vous intéresser pour rejoindre votre équipe? Alors nous, vraiment, on se positionne sur la définition en premier lieu sur la définition des procédés. Donc tous les profils ou les gens qui sont intéressés par les procédés pharmaceutiques, qu'ils soient biotechnologiques, qu'ils soient chimiques, ça nous intéresse. Alors bien sûr, on ne jette pas des gens, des juniors tout seuls dans la définition des procédés, on les fait accompagner par des gens plus expérimentés. Mais en premier lieu, voilà, ça va être des gens qui vont être assez proches des process. Après, sur notre positionnement, nous, on intègre des gens qui ont quand même déjà quelques années d'expérience et moins des profils juniors. Et comme j'ai demandé à Guillaume, est-ce qu'il y a des profils qui viennent pas forcément de l'industrie pharmaceutique, mais qui pour autant ont des compétences qui peuvent vous intéresser, qui peuvent s'appliquer dans l'environnement que vous nous avez décrit? Oui, bien sûr. Là, ce sera plus sur tout ce qui concerne les fonctions, moi ce que j'ai appelé les fonctions support, c'est-à-dire sur tout ce qui est génie civil, bâtiment, mais également sur tout ce qui concerne le traitement d'air, les fluides ou la mécanique. Alors, il y a une question, peut-être pour Guillaume, il y avait une première question pour Guillaume. Je ne sais pas si vous avez le temps de la lire. Une question qui était sur les affaires réglementaires, si j'ai bien vu, à savoir si on accompagnait les industriels, c'est ça, sur la partie marquage CE. Pour les dispositifs médicaux. Hein. Effectivement. Donc, sur les dispositifs médicaux, on intervient en effet, mais depuis les phases en fait d'innovation, de design, ensuite les phases d'industrialisation, et ça va en effet jusqu'à l'aspect réglementaire avec le dépôt du dossier et le marquage CE. C'est des choses qu'on a l'habitude de faire. Deuxième question, elle était en lien avec la pharmacovigilance. Donc, ça fait partie intégrante des activités pharma, des activités qualité. Au-delà de l'activité, c'est un vrai engagement réglementaire auprès des autorités de santé. C'est-à-dire que la pharmacovigilance va permettre via le système des réclamations clients, va permettre d'alimenter toute la veille qu'on peut faire sur les médicaments. C'est ce qui permet de faire évoluer les notices, par exemple, et d'indiquer les effets indésirables, par exemple. Donc, cette pharmacovigilance a vraiment plusieurs intérêts. Donc, à la fois de faire évoluer les éléments comme les notices, mais aussi de sécuriser les patients, finalement, en captant plutôt les dangers. Est-ce que vous intervenez aussi sur la matériaux-vigilance ? Bien sûr, oui, la matériaux-vigilance, donc, qui vient
donc là, qui vient, je dirais, en amont du procédé. On peut se parler de fourniture industrielle à ce stade notamment. C'est ce qui permet de garantir que par exemple, un vaccin sera exempt de particules ou que tel ou tel composant n'aura pas d'effet sur la santé des patients. Effectivement, ça fait partie de toute cette veille qui est faite en permanence. C'est je dirais, la roue de l'amélioration continue qui est alimentée notamment par l'assurance qualité. Quand on détecte une déviation ou une anomalie dans un procédé, dans une méthode de contrôle par exemple, tout ça est remonté, analysé, décortiqué et va générer des actions en continu pour optimiser à la fois la santé du patient, mais aussi toute la phase amont du procédé. D'accord. Alors, il y a une deuxième question, je vous laisse en prendre connaissance et peut-être expliquer ce que signifie DSP. Oui, alors je pense que c'est pour moi, c'est... Juste pour une Qu'est-ce dernière que chose. Bill veut dire par DSP, Downstream Process? Excusez-moi, pour les personnes dans les gradins, n'hésitez pas à poser une ou deux questions voilà, avant qu'on termine. Voilà, Christophe, DSP qui veut dire Downstream Process, qui globalement est la manière de purifier en fait les produits. Vous avez deux étapes, l'USP, donc l'Upstream Process, c'est-à-dire que vous allez faire grossir votre micro-organisme. Mais ça, il y a pas mal d'impuretés dedans, et ensuite vous allez le faire passer par une étape de DSP, Downstream Process, où là vous allez le purifier. Donc la question de Bill, là, elle concerne plutôt le développement sur ces phases de DSP, et puis les outils informatiques. Alors moi, personnellement, on intervient par contre au moment où les produits ont déjà été développés, c'est-à-dire que les produits sont développés, et ensuite il faut les industrialiser. Donc les outils informatiques qui sont utilisés dans le DSP, peut-être que Guillaume pourra répondre, qui saura ça mieux que moi. Je ne saurais pas vous citer exactement quel type de logiciels sont utilisés sur la phase de développement. Peut-être en complément, ce qu'on peut ajouter, c'est... alors, je parlais de veille tout à l'heure, mais la veille existe aussi sur les procédés, c'est-à-dire qu'ils sont monitorés en permanence. Donc, il y a des outils qui permettent de capter l'ensemble des paramètres d'un procédé de fabrication, qui permettent d'en calculer des rendements aussi. Et c'est au final ce qui va permettre de développer ou d'optimiser ce procédé. Donc là, c'est souvent des outils maison pour le coup. Ok, je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Peut-être que chacun, je vous laisse conclure et puis je terminerai également. J'en profite pour mettre dans le chat un questionnaire de satisfaction. J'invite les étudiants à y répondre et vous trouverez à la fin des ressources voilà, pour pouvoir avoir plus d'infos, que ce soit sur Ingerop Life Science ou Consultis, avec des contacts, des job boards, etc. Peut-être un mot pour conclure, Guillaume? Alors, pour conclure, ce que je peux dire, c'est qu'on a la chance d'intervenir sur des métiers qui sont ultra passionnants, qui représentent des challenges extraordinaires à la fois sur l'aspect technique, sur l'aspect réglementaire. Ça permet de contribuer aussi à des enjeux de santé publique, on en parlait tout à l'heure. Donc, il y a une vraie vocation dans ça. Au-delà de ça, au quotidien, c'est beaucoup d'interactions avec différents niveaux de fonction, différents métiers, parfois différents sites, parfois à l'international. Donc, c'est vraiment l'occasion de pouvoir s'enrichir et de développer une expérience en un temps assez réduit en tant que consultant. Donc, j'invite tous les étudiants à pourquoi pas commencer leur carrière sur cette approche. Et par stage, est-ce que vous proposez des stages? Alors, Consultis ne propose pas de stage puisque nous, tout ce dont on dispose, c'est des agences commerciales finalement. Nos consultants sont basés chez nos clients. Donc malheureusement, on n'est pas en capacité d'accompagner les étudiants sur du stage. D'accord. Donc moi, pour conclure, oui, on peut postuler pour un ou des stages chez Ingerop Life Science. Donc à partir de l'année prochaine, on sera à la recherche d'un certain nombre de stagiaires. Donc n'hésitez pas. Ce que je peux dire, moi, sur le monde de l'ingénierie, de par mon parcours, j'ai fait plutôt de la production, j'ai fait de la qualité, puis j'ai fait de l'ingénierie, et j'ai fait beaucoup plus d'ingénierie parce que moi, je me suis retrouvé dans le sens où vous n'avez pas de routine, c'est-à-dire vous travaillez pour des clients différents, vous travaillez sur des problématiques différentes. À chaque nouveau projet, à chaque nouveau client, je ne dirais pas que vous repartez de zéro, mais faut aimer un petit peu la remise en question permanente. Donc ça c'est un vrai challenge qui est. Et puis surtout, si vous êtes curieux, c'est un monde où vous ne cesserez d'apprendre.
Merci beaucoup Christophe, merci Guillaume pour votre temps. Il est 19h pile, on finit dans les temps. Donc j'invite les étudiants à répondre au questionnaire que j'ai mis dans le chat, ça nous permet de nous améliorer et puis éventuellement de prendre connaissance des sujets qui peuvent vous intéresser pour organiser d'autres conférences en ligne. La prochaine c'est dans 15 jours, donc le 7 décembre si je me trompe pas. On va plutôt être construction sur des bâtiments éco-responsables. Voilà, puis je remercie tout le monde. Dans 10-20 ans, est-ce que vous avez une idée de comment va évoluer le métier? Est-ce que bon. Alors le métier, ça dépend quel métier. Par contre, vous commencez de l'avenir des médicaments de la pharma, mais je pense qu'il a un très très bel avenir, en tout cas l'industrie pharmaceutique, mais très globale. Je pense que et le Covid l'a confirmé. Je pense que certains domaines notamment tout ce qui concerne la biotechnologie va énormément évoluer. Et je pense aussi à tout ce qui est dispositif médical. Dispositifs médicaux. Là, moi, on travaille pas mal de startups aujourd'hui qui développent des choses qui sont vraiment impressionnantes. Tout ce qui est impression 3D de cellules. En tout cas, le domaine de l'industrie pharmaceutique, je pense, a de très beaux jours devant lui. Oui, et puis je crois que dans le plan France Relance, les produits de santé ou peut-être même l'industrie pharmaceutique plus directement est bien ciblé en termes d'investissement. Exactement. Bon, merci beaucoup, merci aux étudiants dans les gradins, merci à vous deux et puis à une prochaine fois. Merci. Merci à vous. Au revoir. Prenez soin de vous. Au revoir.